Merci Stanislas, merci à tous de m'accueillir, je suis ravi d'être parmi vous. Je vais vous parler pendant 15 ou 20 minutes de notre cerveau et d'un besoin fondamental de notre cerveau, qui est le besoin de trouver un sens à notre existence. Cette question part d'un constat, c'est que nous sommes arrivés, à l'époque que nous vivons, à une situation où le monde en tant que tel n'a plus de sens. Il nous paraît totalement indéchiffrable et nous n'arrivons plus à savoir comment nous orienter, vers où nous diriger. Le constat d'une perte de sens, je le place à trois niveaux. Il y a d'abord un niveau planétaire et environnemental, un niveau sociétal et un niveau individuel. Alors, au niveau planétaire et environnemental, nous voyons aujourd'hui des images que nous n'aurions jamais cru voir de notre vivant et qui nous paraissent comme sorties de l'imagination délirante d'un artiste apocalyptique. Ce sont des ours polaires au nord de la Russie qui en viennent aller se nourrir sur les décharges parce que la banquise fond, parce que leur environnement disparaît, pendant que dans le même temps, des ventes de SUV explosent à la surface de la planète et que nous continuons à émettre des gaz à effet de serre qui détruisent l'équilibre du vivant, avec les conséquences que ça aura sur nous. Quelles conséquences? Tout simplement le fait qu'en empiétant sur les territoires de la nature, par la déforestation par exemple, nous produisons des zoonoses, c'est-à-dire des interactions entre l'homme et d'autres animaux qui ne sont pas du tout prévus au programme et qui se traduisent par des virus émergents. 60 à 70% des virus émergents, comme le coronavirus, sont dus à ces zoonoses qui résultent de l'empreinte délirante de l'homme sur son environnement, avec le chaos social dans les sociétés humaines à la surface de la planète qui s'ensuit. Donc ça, c'est l'échelon sociétal. Et puis l'échelon individuel, qui est tout simplement le symptôme d'une perte de sens de l'individu aujourd'hui dans sa vie et notamment à son travail, avec le très fréquent conflit de valeurs que vivent, par exemple, selon les sondages, un Français sur deux à leur travail, qui ne trouvent plus l'adéquation entre leurs valeurs et leur mission, une perte de sens à l'échelon individuel. Et ce que je suis venu vous dire, c'est que un monde dont on ne perçoit plus le sens, qu'on n'arrive plus à déchiffrer, où on ne sait plus où on va, de quoi sera fait l'avenir, est quelque chose qui, pour le cerveau humain, pour l'être humain en tant que tel, est intenable. Ce n'est pas supportable et ça ne peut avoir que des conséquences destructrices. Comment est fait un cerveau humain? Ce qu'on voit, c'est principalement deux grandes structures. Vous avez le striatum au centre, le cortex singulaire un peu au-dessus, entre les deux hémisphères. Le striatum, c'est une partie de notre cerveau qui veut toujours consommer et consommer toujours plus. C'est très simple. Le cortex singulaire antérieur, lui, il ne veut pas consommer, il veut comprendre, trouver du sens, savoir d'où nous venons, où nous allons, dans quelle direction nous allons. Il ne veut pas savoir comment vivre le mieux possible, mais pourquoi nous vivons, quelles sont nos raisons de vivre. D'accord. Et ça, c'est une découverte assez récente qui nous vient des neurosciences existentielles, qui étudient la réaction du cerveau face aux grands enjeux de l'existence. Ça nous montre qu'il y a cet organe au cœur de notre cerveau qui remplit cette fonction de chercher du sens. Et en neurosciences et en sciences de l'évolution, quand vous avez tout un organe comme ça qui remplit une fonction, ça veut dire que cette fonction-là, en l'occurrence trouver du sens, a eu à un certain moment de notre évolution un rôle vital, un rôle de survie. Alors, quel peut être le rôle du sens dans la survie de l'être humain, dans sa longue histoire? Replaçons-nous il y a 2 millions d'années, au temps de Homo erectus, l'homme du Paléolithique qui sillonnait la savane de la préhistoire. Un être humain, à la différence d'un lion, n'a pas de puissantes griffes. À la différence d'un guépard, ne court pas à 120 km/h. À la différence d'un éléphant, il ne pèse pas 5 tonnes et ne se nourrit pas d'herbe. Non, il doit capturer des proies et il doit faire appel à quelque chose, à sa compréhension du milieu. Il observe les trajectoires des migrations des bêtes sauvages. Il observe le moment où les troupeaux reviennent périodiquement. Et donc, il forme des anticipations sur le mouvement des animaux. Et ça, c'est cette partie de son cerveau qui va le faire. Regardons ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, dans la nature, des traces du passage régulier des animaux. Ici, c'est ce qu'on appelle un sentier de chevreuil, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît son environnement va pouvoir faire une prédiction sur le fait qu'à un moment, un chevreuil va passer. Et donc, il va pouvoir s'organiser pour lui tendre un piège. Et c'est ça qui va nous permettre de survivre avec les faibles moyens physiques qui étaient ceux de nos ancêtres. Que se passe-t-il quand nous faisons une prédiction? Eh bien, c'est le cortex singulaire antérieur qui anticipe, en observant l'organisation de son milieu naturel, qui anticipe l'arrivée d'une proie potentielle. Et ensuite, si la proie arrive pour de vrai, à ce moment-là,
il envoie un petit signal de feu vert, qui est un signal de validation qui dit oui, l'analyse du milieu était bonne, la causalité qui avait été anticipée était bonne, donc c'est une façon de comprendre et de déchiffrer le monde qui va t'aider à survivre, toi, petit Homo erectus. Donc ça, c'est très très important, et tout ça, ça va se développer sur des millions d'années à la préhistoire. Ensuite arrivent les premières civilisations avec toujours ce même souci de trouver des signes dans l'environnement qui permettent d'anticiper l'avenir. Au néolithique, avec l'apparition par exemple de l'agriculture, les agriculteurs commencent par exemple à scruter la forme des nuages et commencent à comprendre que quand les nuages ont un certain aspect, eh bien le lendemain ou les jours suivants, il pleut. Alors, le cortex singulaire, là encore, fait des prédictions sur l'avenir. Et si la pluie arrive véritablement, la prédiction est validée, le cortex singulaire envoie un petit signal de validation très apaisant, satisfaisant. En revanche, si la prédiction n'est pas confirmée par les faits, par exemple, si la pluie ne vient pas à ce moment-là, le cortex singulaire envoie ce qu'on appelle un signal d'erreur. Il s'allume de façon très violente et provoque la libération de molécules du stress, que sont le cortisol ou la noradrénaline, un stress profond qui vient du fait que, eh bien, les liens entre les éléments de l'environnement, la logique, l'ordre, le sens qu'on avait cru déceler n'est pas valide. Donc là, c'est un signal de mort potentielle pour nos ancêtres. Toujours trouver des signes qui permettent de prédire l'avenir. C'est la pulsion de l'être humain et du cortex singulaire. On le voit dans les premières civilisations antiques. Alors ici, vous avez par exemple les Romains. Les Romains adoraient essayer de trouver des signes permettant de prédire l'avenir. C'était l'art de la divination, les devins, les aruspices, qui lisaient l'avenir dans les entrailles des animaux ou dans le vol des oiseaux, toujours faisaient fonctionner leur cortex singulaire antérieur. Les Grecs, lorsqu'ils voulaient envahir une ville, une cité lointaine comme la ville de Troie, eh bien chercher à savoir s'ils allaient pouvoir bénéficier de vents favorables pour pousser leurs vaisseaux. Le roi Agamemnon voulait un vent favorable. Il scrutait les signes. Et puis, mieux que ça, parce qu'à un moment, l'humanité invente aussi des divinités qui sont des forces surnaturelles qu'on va pouvoir supplier, auprès desquels on va pouvoir faire des sacrifices afin d'obtenir quelque chose en échange. Et Agamemnon, qui désire obtenir des vents favorables, fait un sacrifice au dieu Éole, le dieu du vent. Il lui sacrifie sa fille Iphigénie, afin d'avoir des vents favorables pour sa flotte. Là, c'est son cortex singulaire antérieur qui fait la prédiction: si je sacrifie ma fille, le vent sera favorable. Et quand les vents effectivement poussent ces vaisseaux jusqu'au rempart de la ville de Troie, la prédiction est confirmée, le cortex singulaire envoie un signal de feu vert. Là, cette fois-ci, c'est toute la vision d'un monde structuré entre le monde terrestre et le monde des divinités qui se trouve confirmé et qui commence à donner une ébauche de cosmos, d'organisation avec différents plans d'existence extrêmement structurés. Alors, tout ça permet d'anticiper, d'accord. Mais si on revient aux besoins qui étaient ceux de nos ancêtres très lointains du Paléolithique, anticiper les mouvements de la bête, c'est bien, mais il y a un moment où il faut quand même la tuer, la bête. Alors là, il va falloir employer le secret, la botte secrète de l'homme, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les humains arrivent à s'attaquer à des gibiers bien plus gros qu'eux, simplement parce qu'ils arrivent à se coordonner. Et pour se coordonner, on le voit encore par exemple dans une équipe de football, il faut pouvoir prédire avec une précision extrême le comportement des autres. Savoir s'ils vont coopérer, à quel moment ils vont lancer leur lance, s'ils vont derrière vous pour vous aider en cas de difficulté, ou s'il y en a un qui est moins fiable, qui est un traître, qui va vous laisser dans la difficulté et vous pouvez y perdre la vie. Donc là, à ce moment-là, le cortex singulaire devient une machine aussi, non pas à prédire simplement la structure du milieu naturel, mais à prédire le comportement de vos semblables. Ça, c'est une invention fantastique. Et tout ça va fonctionner pendant environ 2 millions d'années, jusqu'à un tournant de notre histoire, le néolithique, la sédentarisation, l'invention de l'agriculture, l'invention de l'élevage et la construction des premières grandes cités antiques. Ici, nous voyons une reconstitution de la cité de Uruk en Mésopotamie. Qu'est-ce qui change à ce moment-là? L'être humain se trouve pour la première fois dans des rassemblements de centaines de milliers de personnes. Autrement dit, il fait l'expérience de l'anonymat. Quand vous êtes confronté à des personnes que vous connaissez depuis votre naissance, comme dans une tribu du Paléolithique, c'est parfait, vous pouvez anticiper leur comportement. Mais vous arrivez dans une cité de 100 000 habitants, vous rencontrez des inconnus, comment allez-vous faire pour prédire leur comportement? C'est de cette époque que date l'apparition des rituels collectifs. On le sait depuis des études qui ont été réalisées il y a un peu moins de 2 ans par plusieurs universités, auprès de 400 grands bassins de civilisation, où on remarque
qu'à un moment donné de l'évolution de l'homme au néolithique apparaissent les rituels collectifs. Dans les rituels collectifs, il se produit quelque chose d'assez fabuleux, c'est que tout le monde, à un moment donné, fait exactement la même chose au même moment et dit exactement la même chose au même moment. Il y a une synchronisation des gestes et des paroles. Et pour le cortex singulaire, c'est du pain béni, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se rassurer sur le comportement des voisins par la synchronie. Des milliers de personnes d'inconnus deviennent beaucoup plus prévisibles. C'est un début d'ordre et de sens social. Le cortex singulaire, maintenant, fait des prédictions à l'intérieur du corps social lui-même à grande échelle. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Grâce à ces études, menées sur 400 grandes méga-sociétés du néolithique et de l'Antiquité, on sait maintenant que 2 ou 3 siècles, mais de façon systématique, après l'émergence des rituels collectifs, apparaissent les premières grandes religions morales. Les grandes religions morales, eh bien, ce sont celles qui vont faire reposer en fait les rituels collectifs sur des commandements qui vont être gravés dans les tables de la loi, des valeurs morales qui sont considérées comme incontournables, que tout le monde va respecter. Et ça, c'est un outil fantastique pour le cortex singulaire pour prédire le comportement de ses semblables. Parce qu'il se dit, si mon semblable croit dans la même chose que moi, il va respecter les mêmes codes de conduite que moi, et donc je vais pouvoir m'attendre de sa part à au moins une forme de logique. L'incertitude est fortement réduite par l'adhésion commune à des valeurs morales sacrées. Et là, ce que vous voyez en bas à droite de votre écran, c'est le cerveau d'un individu qu'on met dans un scanner d'imagerie médicale du cerveau et à qui on fait lire un texte qui dit que l'univers a un sens, qu'il est structuré, qu'il a un destin final, que peut-être il a été créé par un pouvoir divin. Et lorsque les personnes lisent ce texte, donc ils ressortent avec l'idée que l'univers a un ordre, un sens fondamental, on voit leur cortex singulaire antérieur qui émet ce petit signal de validation, ce petit clignotement vert là qui dit le monde est ordonné, c'est rassurant. En revanche, si on leur fait lire un texte qui dit que l'univers est livré au chaos, qu'il n'y a aucune règle, que l'être humain est juste un brin d'ADN arrivé par hasard et qui va disparaître dans un grand néant final, à ce moment-là, le cortex singulaire envoie un signal d'erreur avec la libération des hormones du stress. Les valeurs morales et l'ordonnancement de l'univers est quelque chose de fondamentalement rassurant pour notre cerveau. Alors, tout ça va s'effondrer d'un seul coup, à la Renaissance, lorsqu'on va découvrir que, en fait, ce n'est pas une loi divine, ce ne sont pas des valeurs sacrées, des valeurs morales qui gouvernent l'univers, c'est simplement la loi de l'attraction universelle, la ronde des planètes, le système solaire dont on peut observer les moindres détails, calculer la périodicité des planètes avec une précision inégalée. Après, ce sera même l'origine de l'homme qui sera rapportée à des causes scientifiques avec la loi de l'évolution, la théorie de l'évolution. Tout ça fait basculer de l'homme, d'un monde structuré par des visions de l'univers autour d'entités divines, de récits des origines, de cosmogonie, de mythes, vers un monde structuré par les règles purement scientifiques de la physique. Donc on va gagner là en pouvoir de prédiction, parce que souvenez-vous que le cortex singulaire veut fondamentalement prédire l'avenir pour le contrôler. On va gagner en pouvoir de prédiction parce que la science offre un pouvoir de prédiction d'une précision inouïe. Souvenez-vous, Agamemnon qui voulait savoir s'il allait avoir un vent favorable, alors il invoquait le dieu Éole. Aujourd'hui, tout simplement, on utilise des supercalculateurs pour faire des modèles climatologiques et des modèles météorologiques. Donc, on va gagner une précision extrême sur la maîtrise et la prédiction du réel par la machine. Mais on va perdre la prédiction et la structuration du corps social par les valeurs sacrées et par les rituels, par les rituels collectifs. Donc là, à un moment, tout ça va très bien se passer, puisque l'homme allié à la machine va contrôler et prédire son environnement sans limite. Son cortex singulaire va être content pendant un moment, d'accord. Mais ce qu'on n'a pas du tout prévu, c'est que la machine a sa propre dynamique et que c'est le rythme de la machine qui va s'imposer à l'homme. Parce que les échanges étant globalisés, la concurrence faisant que chacun doit produire des machines de plus en plus rapides, il y a un moment où le rythme de la machine devient intenable pour l'être humain. Il faut aller toujours plus vite. On arrive dans un monde où il faut faire du multitâche, le monde de la charge mentale, le monde du temps compressé, où on n'a plus de temps libre pour soi, où on a l'impression de vivre sous la pression permanente des rythmes infernaux des grandes cités. On a un monde aussi forcément où il faut consommer plus, poursuivre le rythme, produire plus, un monde qui libère de plus en plus de gaz à effet de serre, qui condamne notre planète à moyenne échéance et où aussi les individus épuisés finissent par s'effondrer, par burn-out et par dépression. Alors que fait le cortex singulaire devant ce monde devenu labile, incertain, imprévisible, trop rapide, où on ne peut plus se projeter
Alors, savoir si on aura encore un emploi dans 1 an ou 2, savoir si on sera encore en couple avec la même personne dans 5, dans 10 ans, où l'horizon devient impalpable. Le cortex singulaire ne peut pas supporter ça. Lui veut pouvoir se projeter, il veut pouvoir faire des anticipations, il veut discerner un ordre intelligible. Alors, dans ce monde qui va trop vite, lui, il tire le sonnette d'alarme avec ces hormones du stress, ce cortisol, cette adrénaline qui nous met sur les charbons ardents. Alors ça, c'est intenable, hein, parce que ce régime-là de libération d'hormones de stress finit par détruire l'individu de l'intérieur. Le cortex singulaire, lui, veut des visions du monde claires. Il veut pouvoir se projeter. Et ces visions du monde clair et ce pouvoir de projection très clair, il va y avoir des individus qui vont le lui proposer. Et ces individus, on les connaît. Ce sont ceux qui nous proposent des visions du monde autoritaristes, des visions du monde populistes, caricaturales, qui ont l'avantage pour notre cortex singulaire d'être clair, de proposer un ordre facilement déchiffrable. Il faut bien savoir que notre cortex singulaire préfère un ordre caricatural à pas d'ordre du tout. Et le deuxième moyen que va trouver le cortex singulaire pour se donner l'impression de comprendre ce qui se passe dans ce monde qui est devenu trop complexe, c'est bien évidemment les théories du complot. Alors les théories du complot sont des condensés de sens. Tout a un sens, tout est interprétable dans une théorie du complot. Alors, au prix d'une paranoïa complètement délirante, d'une déformation totale de la réalité, mais peu importe, le cortex singulaire veut du sens, veut quelque chose qui fait sens, quelque chose qui peut s'interpréter, se déchiffrer. C'est la vieille pulsion d'Homo erectus qui veut déchiffrer son environnement avec parfois des moyens conceptuels très simples. D'accord? Mais comment se sortir de cette situation? Je crois que nous devons maintenant savoir que si nous ne nourrissons pas cette partie de notre cerveau qui réclame du sens, eh bien, il va en trouver d'une façon ou d'une autre, d'une façon qui est potentiellement très destructrice. Donc, il faut d'abord tenir compte de ce besoin qui est un besoin vital qui nous a accompagnés. Nous avons commis l'erreur avec le programme de notre civilisation hyper matérialiste, tout entière tournée vers la technologie. Nous avons commis l'erreur de penser que les questions du sens, des grands récits des origines, de la compréhension du cosmos étaient finalement totalement inutiles puisque nous pouvions subvenir à nos besoins par les biais de la technologie qui a guéri la maladie, qui a donné à manger à tous et puis qui a donné des objets de loisirs et de confort. Mais nous n'avons pas éliminé le besoin de sens qui reste logé entre nos hémisphères dans le cortex singulaire antérieur. Et si nous ne le satisfaisons pas, nous allons à la catastrophe. Alors comment faire? Bon, vous avez compris, d'après ce que je viens de dire, que ce qui crée la plus grande frustration, l'incapacité de déchiffrer notre monde aujourd'hui, c'est l'incertitude. D'accord. Et l'incertitude, il va falloir la diminuer. Et qu'est-ce qui est le premier facteur d'incertitude? C'est l'accélération, la perte de contrôle de nos rythmes de vie. Et la perte de contrôle, notre capacité à nous projeter dans un avenir, dans une continuité, dans une stabilité. Il faut pouvoir ralentir. Et donc le faire d'un commun accord. Parce que ralentir seul quand les autres continuent à suivre le rythme de la concurrence internationale, c'est signer son propre arrêt de mort. Donc ça doit être fait de façon concertée en repensant qu'est-ce qu'on veut vraiment comme niveau de concurrence et de globalisation des échanges. Il faut forcément un rôle régulateur de l'État et repenser à l'intérieur des entreprises quelle est la véritable priorité. Hein. Est-ce qu'on veut avoir un objectif lucratif, de rentabilité, de productivité, ou plutôt une capacité des individus à se stabiliser donc, et à donner donc une capacité de projection à leur cortex singulaire antérieur. Ça pose la question du temps long. La deuxième chose qu'il faut se poser, c'est oui, nous n'avons plus de cadre d'interprétation du monde pour trouver un sens. Nous ne pouvons plus le trouver simplement dans les traces des animaux, dans une compréhension de la nature, dans un récit des origines. Nous ne le trouvons plus dans des rituels collectifs, il n'y a plus de rituels. Nous ne le trouvons plus dans des textes sacrés pour ceux qui sont passés à une sécularisation totale de la société. Donc, nous pouvons encore le chercher en notre fort intérieur. Et là, se pose la question du sens interne. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par le sens interne? C'est la cohérence entre, d'une part, les valeurs qui sont les nôtres, à chacun, hein, qui peuvent varier d'un individu à l'autre, et les actes. Par exemple, l'activité professionnelle. À chacun de se demander si ces deux choses sont alignées. À chacun de se demander est-ce que l'activité professionnelle que je fais tous les jours euh, a un impact qui est compatible avec mes valeurs. Si ces deux choses, si ces deux entités ne sont pas en phase, ne sont pas alignées, elles provoquent un sentiment de dissonance cognitive, donc d'écart, d'incohérence dans notre cortex singulaire, on le sait aujourd'hui grâce aux expériences d'imagerie cérébrale, qui est insupportable. Et à ce moment-là, l'individu risque tout simplement de s'effondrer sur lui-même. Il faut faire à un moment cet examen de conscience, se poser ces questions. Et ensuite, soit trouver des moyens d'ajustement. Bien souvent, aller voir son manager, par exemple, pour dire, moi, il y a des situations dans l'émission qu'on me donne où je me sens mal à l'aise par rapport au client, ça ne me correspond pas, j'ai l'impression de mentir.
D'accord. Et trouver des ajustements, c'est possible dans bien des cas. On peut redéfinir parfois les missions ou si ce n'est pas possible, eh bien, ne pas hésiter à se dire: «Bien, peut-être qu'il faut que je change. Peut-être qu'il faut que je change tout simplement de carrière ou d'emploi, quel que soit le risque que je prends, parce que le risque, c'est encore bien plus grand de continuer dans la dissonance cognitive qui martyrise mon cortex singulaire». Et puis, il y a évidemment le cœur du sens pour l'être humain, ce qui a traversé l'épopée de notre espèce depuis les origines, la question de comment on se représente le monde. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se faire une vision du monde intelligible? D'abord, à une échelle intermédiaire, qui est celle de l'entreprise. Comment fonctionnent les êtres humains dans un groupe qui va ensemble vers un but commun? Aujourd'hui, je le vois depuis 2 ans, toutes les conférences que je donne, il y a des dirigeants qui viennent me voir, qui me disent: «Je n'arrive plus à recruter». Les jeunes qui autrefois se jetaient sur les postes qu'on leur proposait, des postes lucratifs, maintenant me disent: «Non, moi je veux gagner de l'argent, ça ne me suffit pas, je veux savoir quel est l'impact sur l'environnement, quelle est la justification éthique de notre activité, quelle est la mission de l'entreprise». Il faut qu'il y ait un accord entre les aspirations des individus et ce que propose la société. Et puis aussi tout simplement dans la façon de vivre avec les autres, pas seulement sur le monde du travail, mais dans notre sphère privée, avec des associations qui font sens, avec des nouveaux liens de voisinage, avec une nouvelle façon ensemble d'échanger sur la façon dont on voit l'interpénétration entre le monde urbain, le monde naturel, les circuits courts, le caractère renouvelable ou pas de notre mode de consommation. Tout ça doit finir par aboutir à une vision du monde cohérente qui va nourrir notre cerveau et notre cortex singulaire antérieur, ce qui fait le fondement de la capacité des humains à vivre ensemble. Et cette fois-ci, il va s'agir de vivre ensemble à 8 milliards. Parce que tous, il va falloir, à un moment donné, qu'on se concerte pour préserver notre environnement à long terme. C'est se doter d'une vision du monde commune, d'une façon d'interpréter le monde qui nous entoure, qui fasse sens, qui repose sur les mêmes présupposés, les mêmes valeurs, la même façon de structurer en fait ce qui fait notre environnement. Alors, aujourd'hui, chacun a sa propre vision du monde. Il suffit de naviguer quelques minutes sur la toile ou sur les réseaux sociaux pour se rendre compte qu'il y a ceux qui croient que la Terre est plate, il y a ceux qui croient que la Terre est ronde, il y a ceux qui croient que les extraterrestres ont créé l'univers, il y a ceux qui croient en Dieu, il y a ceux qui croient en Allah, il y a ceux qui croient en Vishnu. Tout le monde croit en une vision du monde qui est la sienne, dans son coin. Et elle se télescope, et parfois très très violemment. Aujourd'hui, pourtant, nous avons une opportunité. Nous sommes tous confrontés au même enjeu absolument vital, à la même nécessité absolue, qui est de changer nos modes d'émission, par exemple de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie fossile, nos modes de consommation individuels. Heu, c'est une nécessité absolument vitale et nous pouvons identifier en fait ce qui pourrait être des valeurs, fondamentales. Autrefois, on aurait appelé ça des valeurs sacrées, mais qui pourraient être de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de préserver la biodiversité, de préserver, le sentiment de continuité des individus dans leur existence pour qu'ils puissent léguer quelque chose, ne pas avoir l'impression d'une incertitude, d'une imprédictibilité du monde sur tous les plans. Tout ça grâce aux connaissances qui sont aujourd'hui disponibles, hein, dans tous les serveurs de toutes les universités, pourrait donner lieu à une vision du monde qui repose sur des faits tout simplement constatables et donc sur lesquels une majorité de personnes pourraient s'accorder. Ça demande un travail. Ça demande un travail de construction d'une vision. Ça demande un travail de diffusion. Demande de mettre un maximum de moyens sur la connaissance. Mais c'est à ce prix uniquement que nous pourrons nourrir la seule partie de notre cerveau qui peut notre sauver, celle qui veut savoir pourquoi nous agissons comme nous agissons et où nous allons tous ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis prêt pour discuter maintenant avec vous de tout ça.